Bienvenue dans Les Invisibles, le podcast de TV Monaco qui met en lumière les femmes et les hommes de l'ombre du sport, de la principauté. Dans ce podcast, je donnerai la parole à celles et ceux qui travaillent avec les athlètes, avec les clubs, mais aussi au sein même des compétitions et des événements sportifs de Monaco. Projecteur, micro tendu à celles et ceux que l'on n'entend jamais ou trop peu. C'est parti pour Les Invisibles. Pour ce 4e numéro, nous recevons une femme, la première des Invisibles, celle qui murmure à l'oreille des chevaux pendant les compétitions équestres, la Robert Redford du circuit Longines Global Champions Tour, Sophie Giordano, bonjour. Bonjour. Sophie, vous travaillez donc aux côtés de Patrick Borg au sein de Borg Events. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette société, ce que vous faites ? Alors, c'est une société qui s'occupe exclusivement du back-office, c'est-à-dire de l'organisation de la partie écurie sur plusieurs manifestations sportives de jumping, mais pas que. On a aussi des fois des concours complets ou de dressage ou d'autres manifestations avec des chevaux. Et voilà, on est là pour gérer la bonne mise en place des écuries, la gestion, l'accueil des chevaux et des cavaliers, des grooms, des soigneurs, que tout se passe bien, qu'ils soient dans le plus grand déconfort possible. Si on a des intempéries, si on a quoi que ce soit, il faut qu'on les aide, qu'on gère et qu'on les assiste pour que, voilà, notre principal objectif, c'est toujours le bien-être des chevaux, pour qu'ils soient au meilleur de leur forme, dans le plus grand déconfort, pour qu'ensuite ils puissent faire leur performance, leur spectacle. C'est pourquoi ils sont là. Quand est-ce que vous avez rejoint cette aventure ? Depuis 2018. Depuis 2018. Depuis 2018 via une autre entreprise et ensuite depuis 2020 pour Borg Events. Donc, comme vous l'expliquez, vous êtes sur certaines compétitions équestres, notamment de jumping. Il y en a une qui arrive bientôt à Monaco. Très célèbre d'ailleurs sur le port Hercule, qui est Albert Ier à Monaco. 18e jumping international de Monte-Carlo. Là, c'est une logistique, il me semble, complètement folle. Oui. C'est un peu on va dire le thème de toutes ces étapes du Global Champions Tour, qui sont de présenter des étapes de jumping. C'est tout un circuit, en fait, il y a 16 étapes. Et dans des villes un peu mythiques, un peu... là où il n'y a pas la place de faire du cheval, ils vont réussir à monter quelque chose d'exceptionnel pour présenter un concours de jumping. Ouais. Vous parliez de l'espace, c'est encore, je pense qu'à Monaco, c'est là où c'est le plus difficile, justement en termes d'espace. En termes d'espace, c'est un des plus petits. Après, il y a dans d'autres grandes villes, d'autres capitales où c'est pas simple non plus, au niveau des accès, au niveau de la logistique écurie. Mais oui, à Monaco, on est vraiment sur du modèle réduit. Comment on fait pour créer justement cet événement sur un port comme ça ? C'est une grosse logistique au niveau, ne serait-ce que tout ce qui est partie écurie, après ce qui est un petit peu moins mon domaine, mais tout ce qui est le montage des pistes de concours, des pistes d'entraînement, tous les stands, les loges pour accueillir le public, tout ça, voilà, ça se monte des semaines à l'avance. De toute façon, ici à Monaco, on a l'habitude avec le Grand Prix par exemple qui se monte sur 2 mois à l'avance. Voilà, donc on a le temps de voir évoluer, de voir pousser un petit peu le site de l'événement et une fois qu'on est là, voilà, il faut tout donner pour essayer de gérer en un temps voulu et en un espace assez restreint, de gérer en fait au mieux l'événement, quoi, que les chevaux sont installés, que les cavaliers se sentent bien également et que tout le monde puisse performer. Ouais, comme le Grand Prix, tout est bâti en fait de A à Z. Ouais, de rien du tout. Et on rend la place pas rien du tout, tout propre à la fin, voilà. Quelle problématique vous pouvez rencontrer sur la logistique de ce jumping ? Par rapport à d'autres événements de même style, ce qui est compliqué ici, c'est de faire arriver les camions, par exemple. C'est toute une logistique. Les camions n'ont pas le droit de circuler seuls en ville. Donc, c'est escorte de police depuis la sortie du tunnel de l'autoroute, par exemple. Du coup, on organise en amont une étape sur le club hippique de Nice, ce qui permet aux grooms de faire arriver leurs chevaux, leurs camions, des fois la veille, l'avant-veille. Comme ça, les chevaux peuvent se reposer une journée ou deux là-bas. Ils les bougent un petit peu, voilà. Ils les font se détendre. Et ensuite, le mardi après-midi et dans la soirée, et ensuite le mercredi matin, les convois sont organisés, 3 camions par 3 camions. Depuis là-bas, nous, on a une équipe qui sera là-bas, qui les gère, qui les envoie, timing. Et nous, on les réceptionne à la sortie du tunnel. Ensuite, c'est la police qui les prend en charge. Et ensuite, on est encore là-bas pour les récupérer. Voilà, là, au niveau de la circulation, c'est compliqué. Et au niveau, pareil, du timing, ils doivent décharger leurs chevaux, les installer, décharger le matériel. On a un minimum de temps. On a à peu près 7-8 minutes par camion.
Oui, quand même. Parce que l'espace de déchargement sur le quai est très petit. En fait, on met 6-8 camions en même temps, en simultané, donc il faut vite que ça tourne et qu'ils déchargent. Et ensuite, il y a une équipe de personnes qui sont sur des scooters qui les emmènent sur le parking de la digue, là où ils sont stationnés pour l'événement. Donc tout ça, c'est une grosse logistique, une grosse organisation. Ça demande de la part des grooms de s'organiser. Nous, on leur propose des créneaux horaires. Il y a une application qu'on a créée qui s'appelle Borg Events aussi, où on propose le concours en amont. Là, il est déjà en train d'être mis en ligne sur l'application. Comme ça, chaque groom peut nous envoyer un message selon les besoins spécifiques de chacun de ses chevaux. Donc chaque groom a 2 chevaux maximum sur ce type de concours. Et ils sont vraiment aux petits soins pour ces 2 chevaux-là pendant cette période-là. Donc nous, on reçoit, s'il y a des demandes spécifiques, des besoins particuliers pour installer quelque chose de particulier pour ce cheval ou ces chevaux dans les écuries avant qu'il arrive. Et ensuite, chacun s'organise son créneau horaire, réserve son créneau. Et ensuite, on est tous en contact comme ça. Et s'il y a des changements, un problème sur la route, quoi que ce soit, il faut qu'on s'adapte et qu'on réagisse rapidement. Elles sont situées où, les écuries ? Sur le port ? Oui. Sur la partie supérieure, au niveau des stands du Grand Prix, par exemple. D'accord. Voilà, sur cette partie-là. Si on est face à la mer, côté gauche de la piscine principalement, le long de la piscine et plus loin, jusqu'au petit magasin au bout. Et sur la droite, on a une carrière, donc un espace d'entraînement qu'on a depuis quelques années maintenant et qui est très très bien pour pouvoir permettre, justement avec ce manque de place qu'on a, une petite carrière d'entraînement, de détente de paddock et la toute petite piste de concours. Il nous fallait un terrain de plus pour arriver à leur permettre de bouger plus souvent et d'être un petit peu plus libre de sortir des box plus régulièrement, quoi. Vous le disiez, vous préparez cet événement longtemps à l'avance. Combien ça prend de temps à bâtir ce jumping à Monte-Carlo ? Alors, en termes de vraiment physique de bâtir, ça, du coup, c'est pas trop ma partie, parce que nous, quand on arrive, les écuries sont montées. D'accord. Mais oui, pour ce qui est de la partie box, les monteurs de box viennent en avance, je dirais 4-5 jours avant, pour monter la partie box. Mais tout le reste, c'est déjà, ce qui est le sable, l'arrivée du sable, le sous-sol, toute l'infrastructure autour, les stands et tout ça, ça met plus que quelques jours. La particularité de la géographie du port, j'ai lu, c'est que ça fait de ce jumping de Monaco un des plus étroits sur la piste. La carrière de concours. Et ça en fait vraiment un terrain unique et une difficulté technique. Mais ça ajoute quoi de plus Il faut que les chevaux soient beaucoup plus réactifs au niveau même du galop. Pour aller sauter, ils ont besoin d'un minimum d'énergie, mais du coup, ils n'ont pas, on va dire, pour parler simplement, pas trop la place de se lancer. Il faut vraiment que le cavalier ait tout en main, toute l'énergie nécessaire de son cheval avec lui pour aller sauter les obstacles et tourner tout de suite très court derrière, repartir, redonner de l'énergie, aller sauter la suite. Il n'y a pas trop de droit à l'erreur. Non, il n'y a pas trop de marge d'erreur. C'est presque comme le Grand Prix de Formule 1 finalement. Exactement. J'ai vu que c'était le 3e événement sportif de la Principauté, c'est-à-dire que ça attire beaucoup de monde en plus. Oui, je pense que c'est assez populaire. Puis c'est un événement, je pense, qui est cher aussi, sans trop m'avancer, mais à la famille princière. On avait Charlotte Casiraghi qui a participé de nombreuses années. Je pense que c'est quelque chose qui est cher au cœur des Monégasques, j'espère, autant que du mien. C'est croissant en termes de nombre de spectateurs Ça, je ne saurais pas vous dire, mais je sais qu'il y a toujours énormément de monde. Ouais. Vous disiez que vous faisiez d'autres étapes sur le Longines ? Oui, par exemple, pour ce qui est de Borg Events, par exemple, Patrick et d'autres collègues, ils sont déjà allés cette année sur Miami. On a également de programmer Stockholm, qui va arriver, Londres, Rome. On était. Alors cette année, la finale qui se passe au mois de novembre est à Riyad cette année. Jusque-là, c'était à Prague. Donc, on s'occupait également des écuries à Prague. Donc on participe à l'organisation de quelques étapes de ce circuit et c'est vraiment sympa. C'est laquelle votre étape préférée ? Moi, c'est celle-ci. Moi, je suis native d'ici, donc c'est à la maison. Et pour les chevaux ? Pour les chevaux, c'est pas la meilleure, c'est pas la plus confortable, justement, avec toutes les contraintes dont on a déjà parlé. Mais j'ai déjà participé à celle de Rome aussi, qui est super. Et j'ai eu la chance d'aller à la première qu'ils ont fait à New York également sur Governor's Island. Donc là, niveau cadre, c'est juste stupéfiant. Mais c'est sûr que c'est plus sympa dès qu'on a un peu d'herbe, dès qu'on a un environnement un petit peu plus champêtre, on va dire, qui est plus cher au cheval que forcément d'être à côté des bateaux et sur du goudron. On est d'accord.
En parlant des chevaux, vous êtes donc aux petits soins auprès d'eux. Vous gérez toute la logistique des grooms pendant le jumping. Ça doit être une sacrée logistique, ça aussi. On essaie de les aider au mieux. Voilà. Après, chaque groom s'occupe de ses chevaux, des chevaux qu'il emmène sur le concours. Par contre, nous, on est là pour les aider s'ils ont besoin de quoi que ce soit de la litière du copeau pour leurs chevaux, du foin. S'il y a quelque chose qui casse dans le box, on peut aider à réparer. S'il y a besoin d'appeler un vétérinaire ou quoi que ce soit. Voilà, on est là pour les seconder, les aider. Ils savent que vous êtes juste là en backup pour eux, c'est ça? Exactement. Ouais. Après, chacun fait son job avec ses propres chevaux, ils sont cavaliers, ils gèrent sa vie, tout ça. Par contre, voilà, s'il y a un problème, quoi que ce soit sur le parking, si on peut, voilà, tant qu'on peut les aider à ce que ça se passe au mieux pour tout le monde, que ce soit pour les chevaux comme pour eux, et puis comme pour les cavaliers, c'est notre partie. Ils sont combien sur un événement comme celui-là, comme celui de Monte-Carlo? Là, sur un événement comme cela, on a à peu près un peu plus de 200 chevaux, je dirais 250 peut-être cette année. Un groom pour 2 chevaux en moyenne. Donc ça fait vite une bonne centaine de personnes. Une grosse centaine de personnes à gérer en même temps. Qui s'occupent justement de chacun de ces chevaux. Ils rencontrent régulièrement des problèmes ou ça dépend des événements? C'est la vie à l'écurie, c'est en fonction de ce qu'il y a besoin. S'il y a un cheval qui se blesse, faut qu'on soit là pour les aider, quoi. Ça arrive régulièrement? Ça peut arriver, ouais. Vous êtes aussi groom en dehors de Borg Event. Oui. C'est un rôle primordial pour le bien-être du cheval. Oui, c'est vraiment le référent. Parce que le cavalier n'a pas forcément le temps de s'occuper de ça. Exactement. Mais en fait, en tant que groom, on est vraiment là pour être aux petits soins pour le cheval, pour justement, on est un peu le référent de ces chevaux-là. Puisque le cavalier, il faut qu'il puisse se concentrer sur ses épreuves, sur ses objectifs sportifs. Et nous, on est là pour permettre au cheval d'être au mieux de sa forme, tant mentalement que physiquement, pour justement être disponible pour son cavalier et être frais et en forme pour aller faire au mieux. Comment ça se passe du coup? C'est quoi la journée d'un cheval? En compétition, bien sûr. Journée d'un cheval en compétition, ouais, ça peut commencer tôt le matin. Tout ça dépend également du planning des épreuves de la journée de concours. Parce que par exemple, ici sur le jumping de Monaco, pour ce qui est des chevaux du concours international, donc 2 étoiles et 5 étoiles, les épreuves sont plutôt en fin de journée, à partir de 16h. En journée, on a des épreuves amateurs et poneys, pour principalement des petits cavaliers monégasques, qui peuvent justement bénéficier de la chance de pouvoir concourir sur cette belle piste. Donc ça, c'est plutôt entre 10h et 16h. Donc ces chevaux-là, ils vont commencer en gros leur journée à 16h s'ils ont cette épreuve-là, ou à 20h s'ils courent le Grand Prix. Mais c'est tôt le matin que ça démarre. Les chevaux viennent tôt pour commencer à les nourrir, à faire les box, à les marcher en main beaucoup. Ils les sortent, sinon ils vont les longer. Voilà, justement, je vous parlais de ce petit terrain d'entraînement qu'on a en plus. Ça nous sert vraiment le matin, tôt. Si vous allez à 6h à l'écurie, vous avez déjà des chevaux qui sont en train de bouger, de se dérouiller de la veille, d'écrasser. Oui, parce qu'ils peuvent pas rester dans les écuries pendant 3 jours. Non, voilà, le moins possible. Ils les sortent beaucoup. Du coup, là, c'est la chance qu'ils ont, c'est c'est limité au niveau des chevaux par cavalier et par groom. Donc, du coup, une personne pour 2 chevaux, ça donne pas mal de temps pour chaque cheval. Voilà. Donc, Donc, le matin, donc ils entretiennent, ils nourrissent, ils les soignent. Après, il peut y avoir des séances de massage. Après, le cavalier peut venir les monter également sur le plat s'il y a des créneaux disponibles pour justement un petit peu d'entretien physique, une remise en forme, des assouplissements. Ensuite, après midi, c'est nourrir également. Et puis souvent en début d'après-midi, quand ils ont les épreuves le soir, c'est un peu la sieste pour tout le monde. Les grooms aussi, ils ont besoin de pouvoir faire un break. Petite heure dans la journée, souvent il y a pas mal de chaises devant les box, tout ça, ils peuvent se reposer en restant avec leurs chevaux. Et puis ensuite, après arrive le temps de l'épreuve, donc préparation de l'épreuve. Des fois il y a des massages, il y a des étirements à faire à pied, tout ça. Et ensuite préparation, natte. Et puis c'est parti. Vous parliez de nourrir, de soins, de massage. On va rentrer dans les détails. Comment ils sont nourris pendant la compétition? Comment ils sont soignés? Comment ça se passe l'entretien d'un cheval, pareil, sur la journée, sur le week-end? Là, comme je vous ai dit, en fonction des habitudes de chacun aussi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes rituels, on va dire, pour nourrir les chevaux. Mais il faut partager entre des nourritures de fourrage, donc du foin principalement. Qui vient d'où? Chacun, soit ils l'emmènent, leur propre fourrage, s'ils ont un truc spécifique par rapport au cheval. Soit nous, on en fournit également, donc ils peuvent le prendre sur place. C'est pour ça aussi qu'on est là pour les fournir.
Donc voilà, il y en a qui vont mettre du foin dans des filets à foin pour qu'ils en aient à distribution toute la journée, d'autres qui rationnent un petit peu plus, mais plusieurs fois dans la journée. L'aliment, c'est pareil, il y a des aliments humides, des aliments secs, des granulés, des céréales, ça dépend un petit peu le régime de chacun. Donc, ce sont des besoins énergétiques, des problèmes intestinaux, de pas mal de choses. C'est assez poussé, hein, on peut faire beaucoup de choses pour ces chevaux-là. Et sur les soins ? Et sur les soins, c'est pareil. Je vous parlais de massage basiquement, mais après, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de... comme des machines, un petit peu de physiothérapie qui sont, qui sont autorisées sur les compétitions. Et du coup, ça permet le relâchement musculaire, éliminer les toxines de la veille, remettre les muscles en état au mieux possible pour que les chevaux puissent être au mieux de leur forme. Ils le font plusieurs fois par jour ? Oui, ça dépend des besoins et des rituels. Ouais. C'est un vrai sportif professionnel. C'est des athlètes, les chevaux sont des athlètes. Hein. C'est une équipe, hein. Un cavalier, un cheval, un groom, c'est une vraie équipe. En faisant des recherches, je suis tombé aussi sur quelque chose de très intéressant. Il y en a même qui maîtrisent la psychologie équine. J'ai lu par exemple une femme qui s'appelle Valérie Gagné qui disait dans une interview je m'occupe du bien-être du cœur du cheval, je vais au-delà de l'entraînement physique, mon objectif consiste à ce qu'il se sente bien dans sa peau. Mes interventions permettent de relâcher leur stress afin d'atteindre un certain niveau de détente. Du coup, il y a une psychologie autour du cheval, c'est intéressant. Oui, il y a des soigneurs qui font de manière basique, les physios, les ostéos. On a des préparateurs avec du shiatsu, avec tout plein des huiles essentielles. On peut utiliser beaucoup de choses maintenant. Et il y en a qui font de la communication animale. Il y a pas mal de choses. Comment ça se passe justement la communication animale ? J'ai pas trop essayé pour ma part, donc je saurais pas trop vous dire, mais je sais qu'il y en a qui s'en servent, pour aller voir, peut-être questionner le cheval, savoir s'il y a vraiment quelque chose qui coince que le vétérinaire ne saurait trouver, je ne sais pas. Non mais c'est intéressant parce que c'est qu'on va au-delà de l'animal, on va essayer de comprendre l'animal. On est vraiment axé sur le bien-être. Le bien-être du cheval dans tous les sens du terme, que ce soit physique comme mental. Qui est la star finalement entre le cavalier et le cheval ? J'ai l'impression que c'est un peu plus presque le cheval. Pour moi, c'est les chevaux. Ouais. Pourquoi ? Ils donnent tout. Hein. Ils sont vraiment... on est là pour les aider à faire au mieux, mais après, c'est eux qui performent. Donc plus que le cavalier ? Pas plus que le cavalier, mais c'est vrai que... il y a des grands cavaliers, des fois, qu'on ne voit plus pendant une certaine période parce que ils n'ont plus tel ou tel cheval qui les a emmenés au haut niveau et parce qu'ils sont en train de former des plus jeunes chevaux qui vont ensuite retourner avec lesquels ils vont retourner sur le haut niveau. C'est une symbiose entre les deux, en fait. Mais voilà, pas de cheval, pas de cavalier. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Moi, j'aime bien tout. C'est ça que je trouve chouette pour ma part, c'est que j'ai la chance d'être des deux côtés du même événement en fait. C'est-à-dire une semaine je peux être responsable d'écurie, donc je vais pouvoir aider les grooms, les chevaux, faire au mieux pour que tout le monde se sente bien, les recevoir dans les meilleures conditions possibles. Et la semaine d'après, c'est moi qui vais arriver avec mon camion, mes chevaux, et puis qui espère être reçu comme j'ai reçu les autres la semaine d'avant. Voilà, je trouve ça assez complet de pouvoir, disons que quand je groom une semaine et que moi il m'a peut-être manqué tel ou tel truc sur un concours, j'essaye de ne pas que ça manque au groom que je vais accueillir la semaine suivante par exemple. Le fait d'être groom, ça vous apporte aussi quand vous gérez les écuries au quotidien ? Ouais, je pense. Vous avez un œil différent dessus ? J'ai les deux pieds dedans comme j'alterne les deux beaucoup, je vis le truc toutes les semaines, dans un sens comme dans l'autre. Ça va être très intense sur ce Monte Carlo. Ils se marchent pas dessus les grooms pendant 3 jours. Non, ils se connaissent tous. Ils se croient. C'est comme une grande caravane de cirque. Tous les week-ends, ils se retrouvent sur tel ou tel concours. Et les grooms de cavaliers de haut niveau se connaissent tous. Ils s'entraident beaucoup aussi. Donc ça, c'est chouette. C'est comme une grande famille quelque part. Il n'y a pas de concurrence ? Non, ça va. Après, oui, sur la piste. Sur la piste, mais ils vont quand même toujours se féliciter quand c'est l'autre qui passe devant parce qu'il a mis une seconde de moins ou que son cavalier a fait la barre sur le dernier obstacle et que c'est pas de chance après, mais c'est le jeu, mais ils sont quand même tous solidaires pour beaucoup d'aspects, ouais. Vous vous souvenez de la création de cette étape à Monaco ? Je crois que c'était en 2006. 2006, et ils ont commencé sur le port avec le Global Champions Tour. En tant que monégasque, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu ça ?
En fait, moi, j'ai déjà participé au jumping, mais quand il était sous le chapiteau. D'accord. Voilà, donc avant. Je crois que c'était en 95, ça a démarré, 95, mais du coup 2005, j'imagine. Et moi, je crois que je l'ai fait en 2002 et en 2004. En tant qu'amateur, hein, sur des petites épreuves, mais c'était chouette. Je me rappelle, j'ai des bons souvenirs de ça. Sous le chapiteau, c'était encore plus petit. Là, sur le port, c'était encore plus restreint sous le chapiteau. Bien sûr. Mais à la piste du chapiteau, vous voyez bien la piste ronde de cirque. Bien sûr. En fait, ils ont poussé au maximum, mais c'était un ovale. Et puis il y avait les 4 poteaux de la structure du chapiteau au milieu, et ça, fallait esquiver. C'était assez particulier, mais c'était chouette à faire, vraiment. Ok, c'est pour ça qu'ils ont délocalisé après sur le port. Je pense pour avoir un petit peu plus d'espace. Surtout, voilà, je pense qu'à partir du moment où ils ont eu l'appui du Global Champions Tour, qui ont voulu faire une étape là-bas, ils voulaient faire quelque chose de plus grandiose. C'est sûr qu'avec les bateaux derrière, c'est pas commun. Et avoir justement cette étape du Global, ça a été, je pense, bien reçu, enfin pour vous en tant que monégasque. Oui, c'est quand même le haut du panier. Ça intègre le jumping de Monaco à un circuit de renommée mondiale, donc c'est sûr que ça donne une autre étiquette. Voilà, ça attire du monde, hein, vraiment. Là, on a les meilleurs cavaliers mondiaux qui sont là tous les ans. Hein. Oui, ça faut le préciser quand même, parce que peut-être que les gens connaissent pas bien, mais sur ces épreuves de jumping, c'est souvent les meilleurs mondiaux qu'on voit. Mais là, à Monaco, c'est sûr. Enfin, on a sur le circuit du global, on a. De manière générale, c'est les meilleurs cavaliers du monde. Là, c'est le 5 étoiles, donc c'est-à-dire que sur des concours internationaux, on a de 1 à 5 étoiles. Avant, il y a les amateurs aussi, les jeunes chevaux également. Mais de 1 à 5 étoiles. Les 5 étoiles, c'est vraiment le top niveau. Au-dessus, c'est les JO. Très bien. On va se faire un petit quiz avant de passer à la suite, avant de parler de votre passion pour l'équitation. Quiz équitation JO. C'est. Ok. 3, 2, 1, Quel est le cavalier ou la cavalière la plus médaillée de l'histoire des JO? Est-ce que vous savez? Non. Là, sur les JO. Une Allemande. C'est très récent. Oui, une Allemande, si je dis pas de bêtises, Meredith Michael Verbo. Non, c'est Isabelle Werth. Ah, en dressage, oui. J'étais restée sur le jumping. Ouais, avec 12 médailles. Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas que sur sur le jumping, c'est de ma faute. Voilà, 7 médailles d'or, dont 6 par équipe. C'était une spécialiste par équipe. Très grande cavalière. Et 5 médailles d'argent. Très, 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 très grande carrière. Quel est le plus vieux cavalier à avoir été médaillé olympique? C'est récent aussi. Dans les vieux cavaliers qui sont toujours au top niveau, moi, un de mes préférés, c'est John Whittaker. Je sais pas s'il s'agit de lui, mais je pense pas. Parce que médaillé olympique, je suis pas sûre. Non. Non, c'est un Australien qui s'appelle Andrew Hoy. Ok. Ça vous parle pas? Non, pas trop. Non, médaillé en complet à Tokyo en 2021 à l'âge de 62 ans. Bravo. Quelle est la particularité du cavalier suédois Lars Daniel Norling? Est-ce que vous connaissez cette histoire? Non. Début du XXe siècle. C'était pas un cavalier à la base, c'était un gymnaste qui était double médaillé d'or en gymnastique artistique. D'accord. À Londres en 1908 et à Stockholm en 1912, qui est devenu après, au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui a décidé d'être cavalier. Monter à cheval. Ouais. De monter à cheval et qui a été médaillé d'or en saut d'obstacle par équipe en 1920 à Anvers. Ah bah oui, ça. Donc triple champion olympique dans 2 sports différents, c'est quelque chose une belle anecdote, d'assez rare. Allez, une petite dernière. Est-ce qu'une nation a déjà remporté toutes les épreuves d'équitation individuelle et par équipe d'une Olympiade? Je pense pas. C'est arrivé en 1936 en Allemagne. À Berlin, les Allemands chez eux, 6 médailles d'or, record qui est toujours inégalé. Sophie, quand et comment est venue votre passion pour l'équitation? Moi, je dirais depuis toute petite. J'ai pas eu forcément la possibilité de monter quand j'étais toute petite, mais j'ai commencé adolescente. Voilà, par basique, des promenades à cheval le week-end dans l'arrière-pays de Sospel, et puis au fur et à mesure partir monter en club et voilà, et s'initier à la compétition. Et on a avancé comme ça. C'est vous qui aviez envie de faire des promenades ou c'est vos parents qui vous ont inscrit d'abord? C'est vous qui vouliez d'abord monter à cheval? Personne fait du cheval dans la famille. Donc il y a quand même une envie personnelle à la base. Ouais, il y avait quelque chose, ouais. Vous avez fait de la compétition? Oui. Jusqu'à quel niveau? Moi, ça reste en tant qu'amateur, jusqu'à 120, 125. D'accord. Vous avez participé à combien de compétitions? Je vais pas vous dire. J'ai concouru de manière assez régulière les années lycée, les années
fac, tout ça. Puis après, dès qu'on commence à travailler, c'est plus compliqué. Et d'autant que j'ai présenté mon monitorat, donc je me suis mis à travailler dans les chevaux directement. Et à partir de là, on ne peut pas tout faire. Il fallait que je coache les enfants, m'occuper du poney club, tout ça. Et du coup, moins de temps pour partir en concours pour soi. J'ai continué un petit peu, mais là, depuis 2-3 ans, j'y arrive plus. Vous aviez un bon niveau ? Au niveau amateur, oui. On se défend, mais rien d'exceptionnel. Vous avez rêvé d'une carrière professionnelle à un moment dans ce sport ? Non, je pense que je préfère le côté soigneur, le côté groom, être un peu dans les coulisses du truc. Ça vous a plus attiré, c'est ce qui vous a plus attiré entre eux ? Je préfère m'occuper des chevaux, ouais. Donc c'est une vraie passion pour vous ? Oui. L'entretien des chevaux. Oui, le contact avec eux. Vous l'avez pas fait par facilité en disant je fais de l'équitation, je connais, j'y vais. C'est la passion qui vous a poussé à y aller. Ouais, en général, on fait pas ça par facilité parce que c'est quand même un métier qui est pas simple, qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et voilà, c'est un métier de passion. Du coup, si c'est pas quelque chose qu'on peut faire en dilettante, c'est soit on le fait à fond. Pour moi, c'est mon point de vue, mais si on le fait à fond. Ils ont besoin de ça, on peut pas s'en occuper à moitié. Qu'est-ce qui vous plaît le plus là-dedans ? C'est le contact avec le cheval, c'est... Tout, c'est de savoir qu'ils vont bien, qu'ils sont en pleine forme, que même si ils seront pas forcément dans le sport, moi j'ai encore la chance d'avoir une jument à moi, et là je suis encore allée m'en occuper ce matin, elle est plus du tout dans la compétition, tout ça, parce que j'ai pas le temps, mais voilà, ça me plaît d'aller passer la matinée avec, de m'en occuper, savoir qu'elle se sent bien et que tout va bien. On dit qu'il y a une complicité avec le cheval qu'on ne retrouve dans aucun autre sport. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de sports qui se pratiquent avec des animaux, déjà. Donc voilà, c'est assez particulier. Il y en a qui peuvent dire que c'est pas bien, mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est là depuis, pas la nuit des temps, mais c'est quand même une vraie tradition. Et les chevaux, je sais pas ce qui serait devenu si on s'en occupait pas de cette manière-là, on va dire. Bien sûr. Je sais pas, voilà. Là, c'est vrai que au niveau des élevages, il y a énormément de choses qui sont faites pour faire évoluer les chevaux. Voilà. Est-ce qu'il y aurait autant de chevaux sur Terre si on s'en occupait pas comme ça ? Je sais pas. Il y en a qui disent qu'il faut qu'on arrête de monter dessus, mais on peut aussi s'en occuper et tout aussi bien sans forcément monter dessus. Ce serait ça l'avenir de l'équitation, ce serait d'arrêter de monter sur leur dos ? Je pense pas, parce que ça fait partie du jeu et c'est vrai que ça se passe bien et on essaye d'améliorer justement, de conserver cet aspect-là, mais d'améliorer tous les jours un peu plus leurs conditions de vie, adapter un petit peu plus le sport à la condition animale, on va dire, à vraiment... faire en sorte qu'ils aient une belle vie en partageant la nôtre. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous faites ce métier, justement, en termes d'évolution ? Justement, tout ce qu'on disait juste avant, toute cette partie de soins qui est de plus en plus intéressante aussi, se rapprocher un petit peu pas de l'état naturel, mais c'est vrai, avant on mettait des chevaux dans les box et puis on se posait pas la question et on les sortait 1 heure ou 2 dans la journée. Là, c'est vrai que ils vont de plus en plus dehors. Là, on a beaucoup de chevaux qui commencent à être déférés même sur le haut niveau. Donc on revient un petit peu à des états naturels entre guillemets. Voilà, on essaye, il y a des élans comme ça depuis pas mal d'années. Au niveau de l'éthologie, étudier le comportement des chevaux entre eux, mettre des chevaux en groupe, les faire vivre en groupe, en communauté comme ils ont l'habitude. Le cheval il vit en troupeau, normalement il mange de l'herbe 23h sur 24. Mais voilà, essayer d'adapter les conditions de vie d'un cheval de sport à une condition de vie d'un cheval tout court. On porte plus d'attention sur eux. Ouais, on essaye d'adapter la vie moderne qui va à 200 à l'heure dans tout plein d'autres domaines, essayer de revenir un petit peu aux meilleures bases pour eux en fait, je pense. Ça prend beaucoup de temps à gagner la confiance d'un cheval ? Ça prend du temps de les connaître, d'apprendre à les connaître vraiment, oui. Oui. Après voilà, il y a des comportements un peu de base. Quand on peut aller manipuler un peu un cheval ou deux, on a l'habitude, on peut s'occuper d'un cheval. Mais il y a des chevaux qui sont très particuliers, de par leur caractère, de par leur... Voilà. Après, c'est une question de feeling aussi, je pense. Bien sûr. Voilà. C'est tout un travail mental qu'il faut faire avec eux. Oui. Puis au plus on s'en occupe, au mieux on les connaît.
Et au plus on peut anticiper, savoir, d'un coup d'œil, on sait qu'il se sent pas bien, qu'il y a quelque chose qui va pas. On n'a pas besoin de... Voilà. D'où les évolutions maintenant. Enfin, elles sont forcément positives. Du coup, ça vous apprend à connaître le cheval. Tout à fait. Et c'est que bénéfique pour... on espère, ouais. Pour être en confiance avec lui et être le plus performant possible. Qu'il soit en confiance avec nous, surtout. Ouais. Vous avez eu des bons chevaux à m'occuper, alors j'ai pas eu la chance de m'occuper de cavaliers vraiment de haut niveau. Par contre, j'aime bien suivre des jeunes cavaliers, donc des cavaliers en devenir. Voilà. J'ai eu la chance de m'occuper d'une jeune cavalière qui continue d'évoluer. Alors on la voit pas au top niveau, mais elle évolue là. Et cette année, j'ai la chance aussi de suivre un autre jeune cavalier qui, je croise les doigts, on attend la sélection, mais participera peut-être au championnat d'Europe jeune cavalier au mois de juillet aussi. Donc voilà, tout ça c'est des objectifs. Quand on aime le sport, on aime la compétition. Voilà, c'est encore plus motivant, on va dire, de suivre comme ça une personne plusieurs fois dans l'année, à les accompagner en compétition, soit là sur gagner des épreuves ou évoluer de mieux en mieux sur plus gros à chaque fois. Et ouais, c'est chouette d'arriver à voir que le cheval a vraiment la qualité de le faire et c'est de lui donner toutes les chances possibles d'être bien dans son corps et d'y aller, quoi. C'est quoi un bon cheval ? Un bon cheval, il y a plein de qualités, hein. Parce qu'un cheval qui a toute la force physique mais qui n'a pas le mental, il n'ira pas au bout non plus. Donc c'est toute une combinaison, je pense. C'est un état d'esprit et puis il y a aussi cette communication avec le cavalier. Bien sûr. Il y a des cavaliers qui montent tel ou tel cheval, ils vont le vendre, il va être avec un autre cavalier, il n'ira pas faire les mêmes performances. Même s'il les a déjà faites et répétées. Et voilà, il faut qu'il y ait une entente entre les deux et que chacun s'adapte à l'autre, au fur et à mesure. J'ai cru comprendre qu'il y avait des races qui étaient plus privilégiées que d'autres. Oui, dans les chevaux de sport, oui. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence entre... les aptitudes physiques, je pense déjà, de base, physique et mentale. Il y a une génétique particulière chez certaines races de chevaux. Après, ils essayent de croiser avec du coup, les anciens champions pour apporter telle ou telle qualité à la descendance. Ils les achètent, je suppose, relativement jeunes, les chevaux, les cavaliers ? Ça dépend. C'est bien de pouvoir former un jeune cheval. Déjà, on récupère un cheval vers 5-6 ans qui a déjà commencé d'être formé, et puis après, il faut le récupérer à cet âge-là pour le mettre à sa main, comme on dit, et justement faire connaissance sur des petites épreuves, évoluer avec jusqu'au niveau... Ce qui serait plus compliqué avec un cheval plus âgé ? Un cheval qui est déjà prêt, formé, et qui a déjà tout appris, il faut arriver à s'adapter à lui aussi. Et qui s'adapte au nouveau cavalier aussi, s'il est vendu, parce que ça arrive beaucoup. Voilà. Donc tout c'est une histoire d'entente. On le sait tout de suite quand on a un bon cheval dans les mains ? Ouais, sûrement. J'ai jamais eu cette chance-là, mais ouais, ils ont souvent une personnalité aussi. Il y a quelque chose. Enfin, sur les chevaux, vraiment, il y a des chevaux qui ont un vrai caractère, une vraie personnalité, et je pense que c'est ce petit truc en plus qui fait que ça les emmène un peu plus haut que les autres. Même s'ils ont la même puissance physique ou quoi, il y a une histoire de mental aussi quelque part. Il y a un vrai business autour des chevaux. J'ai vu des chevaux qui étaient achetés à des millions et des millions d'euros. Oui. Presque comme on peut voir dans le football à degrés moindres. Mais c'est très impressionnant. J'ai vu un cheval qui était acheté 15 millions par Yann Tops, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est possible, ouais. J'ai pas tout suivi le mercato, mais... mais 15 millions d'euros, c'est énorme pour un cheval. Ouais, après tout dépend justement de sa génétique, de ses performances. Ouais. Oui, non, ça fait un beau budget. Quelles sont vos envies, Sophie, pour la suite, pour demain Continuer de faire comme je le fais, essayer d'évoluer ou de progresser encore un peu dans ce métier et essayer de suivre des cavaliers qui puissent aller plus loin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, ouais. Qu'est-ce que vous avez appris de ce métier, pour l'instant, jusqu'à présent ? Non, on en apprend tous les jours. Hein. On apprend tous les jours, mais oui, ça, il faut être assez assidu, assez tenace. Puis de toute façon, c'est la passion. Enfin, moi, je me force pas. Je suis contente de me lever tous les matins. Donc, pour moi, c'est quelque chose. Déjà, c'est une chance, quoi. C'est le plus important. Ouais. Moi, ça me dérange pas de.
partir faire des kilomètres, aller récupérer un camion, des chevaux et partir en concours ou voilà, prendre l'avion, aller sur une autre destination et gérer les écuries, accueillir tout le monde, faire en sorte que tout se déroule au mieux, malgré des fois des intempéries, des incidents, des accidents, tout peut arriver. Et puis repartir de là en me disant bon, on a fait de notre mieux, les gens étaient contents, les chevaux sont bien comportés. Au suivant. Oui, parce que vous avez un calendrier quand même sacrément chargé, je suppose. Un bon planning, ouais. Parce que comme vous le disiez, enfin, vous faites quelques étapes du Longines, mais vous faites pas que ça. Vous êtes gourou aussi. Oui, puis on fait d'autres concours. Donc vous êtes énormément de concours en fait toute l'année. Vous faites pas juste quelques étapes. Non, on fait des concours de plus petit niveau aussi. On fait du CSI 2 étoiles. On peut faire des concours nationaux, pro amateurs. Voilà, on suit un petit peu tout. Il vous reste combien de concours là d'ici la fin de l'année, par exemple? Un certain nombre. Un certain nombre. Oui, mais par exemple là, juste avant Monaco, je m'envole pour Prague. Faire une Coupe des Nations 3 étoiles, voilà, m'occuper des écuries pour là, et puis le lundi, hop, on repart et j'arrive directement sur le port et c'est reparti pour une semaine. Vous arrivez à passer un petit peu de temps chez vous? Ouais, je suis rentrée hier. Et vous repartez? Dans 10 jours. Ouais, ça va. Une petite coupure. Exactement. En principauté. On est bien. Ça fait toujours du bien de rentrer ici? Oui, toute ma famille est sur Monaco, donc c'est vrai qu'on est content de rentrer. On est content de partir, on est content de rentrer. Moi, je dis que tant que ça va comme ça, on continue. Très bien. Eh bien, merci Sophie Giordano d'avoir répondu présent pour ce podcast. On vous souhaite en tout cas un bon jumping international de Monte-Carlo, que tout se passe bien. La logistique va être intense, comme vous le disiez tout à l'heure. En tout cas, on vous souhaite que tout se passe bien. Merci encore. C'est la fin de cet épisode des Invisibles. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Merci.